Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rendez-vous de l'actu sur un sujet qui se prénomme donc « Faut-il créer un régime universel d'assurance maladie ?» Donc c'est un sujet qui n'est pas tout à fait d'actualité car il a déjà été évoqué il y a près de 20 ans, mais je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, c'est Samira qui en développera un peu plus. Donc dans le cadre du 70e anniversaire, Marisol Touraine a annoncé le 5 mai 2015 le lancement d'une concertation qui pourrait déboucher à terme sur un régime d'assurance maladie universelle. Elle reprend ainsi l'un des objectifs de 1945 qui, s'inspirant de l'un des principes beveridgiens, visait l'universalité des droits. Cette recherche d'universalisation avait déjà conduit à la création de la CMU en 1999, marquant dès lors un tournant quant à l'accès aux droits. Pour rappel, cette dernière visait à faire bénéficier tous les Français d'une couverture maladie. En effet, si vous n'êtes pas affilié à l'assurance maladie, du fait de votre activité professionnelle, vous pouvez obtenir la CMU en remplissant 3 conditions. La première, résider en France de manière régulière. La deuxième, résider en France de manière stable. Et enfin, ne pas avoir d'autres possibilités de bénéficier d'une couverture maladie. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question du pourquoi créer un régime d'assurance maladie universel dès lors que d'un côté, l'assuré est soit couvert du fait de son activité professionnelle, soit par la CMU, sachant par ailleurs qu'un régime étudiant couvre cette catégorie spécifique de la population. Autre question, quels en seraient les bénéfices supplémentaires pour les assurés? Quelles en seraient également les conséquences pour le système actuel? Et enfin, qu'entend-on également par régime d'assurance maladie universelle? Universel rime-t-il avec unique dans un contexte actuel de multiplicité de régimes? Avec Samira, nous allons donc tenter de répondre à ces questions en vous dressant un portrait du système actuel et de ses critiques, ainsi que les pistes évoquées de création d'un régime d'assurance maladie universelle. Donc, on va d'abord voir le contexte de cette annonce, puisque la question de l'universalité n'est pas nouvelle. Au contraire, c'est une constante dans l'histoire de l'assurance maladie. L'inégalité relative à la couverture maladie a fortement mobilisé l'effort des pouvoirs publics au cours du siècle dernier. De la loi sur les assurances sociales d'avril 1930 à la couverture maladie universelle de 1999, les gouvernements successifs ont progressivement élargi le cercle des bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire. Les ordonnances de 1945 ont constitué une étape décisive en intégrant les salariés du secteur privé, mais il a fallu attendre les années 1970 pour que les agriculteurs et les travailleurs indépendants non agricoles puissent bénéficier à leur tour de ce système. Et c'est finalement la CMU qui a réellement permis de généraliser l'assurance maladie, puisque son obtention n'est plus désormais liée au statut professionnel, mais à celui de résidence stable et régulière sur le territoire national. Avant même la mise en œuvre de la CMU, le gouvernement qui précédait avait déjà développé dans les années 1990 l'idée d'une assurance maladie universelle, appelant une simplification de l'ouverture des droits, en créant un droit propre à l'assurance maladie pour tout résident majeur. Donc les différences sont nombreuses avec la couverture maladie universelle qui a été finalement adoptée. Notamment, le projet d'assurance maladie universelle, tel qu'imaginé, se proposait d'ouvrir un droit personnel aux prestations, droit universel pour tout résident, en situation régulière et garantissant une continuité de prise en charge. Le rattachement au régime restait aligné toutefois sur l'activité, puisque les actifs demeuraient dans leur régime, mais même en cas de cessation d'activité, d'où une différence avec la CMU. Les inactifs, eux, étaient rattachés au régime général, et les ayants droit avaient le choix entre un rattachement au régime général ou au régime socio-professionnel duquel ils ressortissaient. Donc, pour financer cette couverture maladie, il avait été envisagé de substituer la CSG aux cotisations maladie en harmonisant les efforts contributifs et les prestations offertes à partir de la référence du régime général. Le projet s'accompagnait d'un renforcement de la solidarité financière entre les régimes, d'une harmonisation entre eux et d'une clarification des règles de transfert. Donc certes, la création de la CMU il y a 15 ans a répondu à l'exclusion des soins et a permis de garantir à tous, pour tous les résidents, la même couverture de base pour les prestations en nature, sachant que les prestations en espèces type indemnité journalière et maternité restent attachées au régime professionnel. Mais par contre, l'affiliation reste toutefois très attachée à la catégorie professionnelle et notamment certains changements de situation entraînent des ruptures temporaires d'accès aux droits, la sortie d'études, le chômage et le déménagement par exemple.
Alors, on peut illustrer avec les étudiants qui peuvent se retrouver avec des difficultés pour obtenir notamment leur carte vitale ou être remboursés, puisque la couverture étudiante et notamment sa gestion par les tiers pose des difficultés. Quand les jeunes ont fini leurs études et avant qu'ils trouvent un emploi, ils doivent s'affilier à la CMU. De même, si les salariés cotisant au régime général souhaitent ouvrir leur propre entreprise, ils doivent passer au régime social des indépendants avec toujours le risque d'un retard dans l'ouverture des droits. Et pareillement, dans le cas d'une phase de chômage ou d'un déménagement, on s'expose à des trous dans la couverture maladie. Alors, de gros efforts sont faits bien sûr par les organismes pour éviter ces périodes ad hoc, mais les spécificités législatives ou les problèmes techniques peuvent les générer malgré tout lors de mutations interrégimes. Ainsi, la couverture maladie universelle, parce qu'elle n'aborde pas la question des rapprochements des régimes, ne répond pas à l'objectif d'universalité, mais plutôt à celui de généralité. Et un rapport du Sénat en 1999 sur le projet de loi portant création de la CMU recommandait justement de l'appeler plutôt couverture maladie généralisée. Alors juste pour rappel, donc un régime universel assure une protection générale et unique, tandis qu'un régime généralisé accepte en son sein des différences. Et dès lors se pose donc l'enjeu d'une simplification et d'une véritable universalisation de la couverture des soins. Et derrière cette question, on retrouve une réelle volonté de réforme qui est porteuse de plus grandes ambitions que la simple universalisation. Puisque, comme l'avait introduit Mathieu, pour les 70 ans de la sécurité sociale, Marisol Touraine avait annoncé vouloir lancer une réflexion qui pourrait déboucher à terme sur un régime maladie universel afin de sécuriser les droits sociaux tout au long de la vie par-delà les parcours professionnels. Cette réflexion faisait suite à un rapport conjoint de l'IGAS et de l'IGF sur la gestion des régimes obligatoires et complémentaires qui avait été rendu public en décembre 2014 et qui pointait des coûts de gestion disparates et un manque de lisibilité dans le financement de l'assurance maladie. Alors, notamment les frais de gestion des régimes obligatoires et complémentaires qui s'élevaient à 12,5 milliards d'euros en 2012 avec un très important éclatement institutionnel. À ce jour, on peut compter 86 opérateurs qui gèrent les 14 régimes d'assurance maladie obligatoire. Donc les trois principaux, bien sûr, la CNAM, la MSA et le RSI, ainsi que 11 régimes spéciaux. On peut aussi ajouter à cet ensemble les organismes délégataires du régime général pour les étudiants ou fonctionnaires, ainsi que les 20 organismes conventionnés du RSI. Et le même éclatement peut être constaté pour l'assurance maladie complémentaire qui compte près de 680 organismes, même si des regroupements sont en cours. Cette multiplicité se traduit par des différences de coûts de gestion allant de 1 à 5 en fonction des organismes. Le tout dans un contexte de contraintes budgétaires, puisque rappelons-le, les efforts qui doivent être fournis par la protection sociale et donc l'assurance maladie entre autres sont de 21 milliards d'économies sur 3 ans. Ce rapport de l'IGAS et l'IGF pointe également un manque de lisibilité du système, lié notamment au phénomène des compensations financières entre régimes, du fait des déficits démographiques de certaines professions. Donc un tel contexte se prête bien à la promesse de donner un nouveau souffle à l'assurance maladie, d'autant plus face à la médiatisation du phénomène des désaffiliés qui amène à réinterroger le système. Donc cette annonce de réformer l'assurance maladie poursuit un objectif ambitieux de simplifier le système, de le rendre les droits plus effectifs, notamment en cas de mutation d'interrégime, et le tout en réalisant des économies de gestion. La refonte de l'assurance maladie serait donc l'occasion de réfléchir à un objectif plus global, de rendre plus efficiente l'organisation du système, tout en garantissant un haut niveau de couverture des soins. Et pour ce faire, après la généralisation du tiers payant, on ferait donc un pas de plus vers une plus grande intégration du système. Sur ces points-là, différents scénarios avaient été envisagés par le Haut Conseil au financement de la protection sociale dans son rapport de juillet 2015 sur la lisibilité des prélèvements et l'architecture financière des régimes sociaux. Et ces différents scénarios peuvent servir de piste à cette réflexion. Donc nous allons désormais aborder les perspectives d'évolution qui passent par la création d'un régime universel, mais pas nécessairement unique. Les pistes qui seront évoquées ne concernent que l'assurance maladie obligatoire. Toutes les pistes ne sont pas nécessairement nouvelles, mais sont relancées du fait des critiques précédemment citées.
Elles répondent notamment au souhait d'avoir un interlocuteur unique tout au long du parcours professionnel, à l'instar de ce qui se passe désormais en matière de retraite. Donc l'un des scénarios qui était proposé par le Haut Conseil du financement de la protection sociale dans son rapport de juillet soumet l'hypothèse d'un régime unique d'affiliation aux seules prestations en nature, la gestion des droits restant assurée par les organismes de gestion actuels. Pour prendre pleinement effet, il serait souhaitable de revoir les règles des droits. 2 variantes avaient été proposées, soit le maintien de l'assuré pendant une période fixe dans le premier régime gestionnaire, peu importe l'évolution professionnelle au cours de cette période, ou d'introduire un droit d'option au terme d'une période à déterminer. Ce droit d'option serait vraiment une source de simplification pour les assurés, connaissant les trajectoires professionnelles précaires ou instables, mais ne résoudrait pas les problèmes de mutation inter-régime. La deuxième variante consiste en une simplification du droit avec un principe d'affiliation sur le critère de résidence stable et continue, tendant vers un véritable droit universel aux prestations en nature, tout en conservant une pluralité d'organismes gestionnaires. Cette deuxième variante permet une individualisation des droits des assurés, que ce soit les assurés à partir de l'âge de 18 ans, voire même les conjoints, supprimant ainsi la notion d'ayant droit. Cette variante permettrait également d'envisager la possibilité de la suppression de la CMU de base, étant donné que la notion de critère professionnel ne serait plus le critère principal d'affiliation. Un régime unique d'affiliation signifie également une dissociation des cotisations recouvrées, car le régime de gestion des droits ne sera plus nécessairement le même régime d'affiliation de l'entreprise. En effet, un assuré pourra dépendre de la caisse primaire, alors même que son entreprise verse des cotisations à la MSA. Le lien entre cotisation et ouverture de droit serait rompu pour tendre vers un véritable caractère universel des prestations en nature. La mise en place d'un compte unique de recettes et de dépenses, à l'instar de la branche famille, est également un prérequis indispensable afin de s'assurer du financement de la branche. La suppression des phénomènes de compensation, de transferts financiers, de mécanismes complexes de répartition de la CSG maladie qui nuisent à la lisibilité du système. Cette idée de compte unique conduit également à dissocier, au sein de la cotisation maladie employeur, la part de la prestation en nature de celle de la prestation en espèces. Par ailleurs, le fait qu'un assuré dépende du régime unique d'affiliation pour l'assurance maladie et le régime d'origine pour les prestations en espèces ne doit pas introduire de nouvelles complications. Des coopérations sont à mettre en place, notamment en matière d'intervention du contrôle médical. En effet, un assuré pourrait dépendre de la CNAM pour la maladie et du RSI pour les prestations en espèces. La mise en place d'un fichier unique partagé entre les régimes gestionnaires aiderait fortement à la création d'un régime unique d'affiliation. En effet, l'organisme preneur pourrait récupérer toutes les informations utiles, et notamment les pièces justificatives, lors d'une mutation directement dans le fichier unique. Le problème soulevé est l'interconnexion des systèmes d'information avec ce système, soit il est alimenté par les systèmes d'information de chaque régime, soit il se substitue au système d'information de gestion des droits. Régime unique d'affiliation ne signifie donc pas unicité des régimes, car les régimes actuels seraient maintenus, mais bien une universalité des droits. D'autres pistes de réflexion sont également étudiées. La première hypothèse, un véritable régime unique. Il s'agirait de la création d'un régime unique de prestations en nature de l'assurance maladie. Ça voudrait dire affiliation unique, gestion des droits unique, service de prestations unique. La liquidation serait réalisée par le régime général, les autres régimes conservant les prestations en espèces, les politiques de prévention et d'action sociale. Les prestations en espèces se justifient par le caractère professionnel des prestations versées, comme les accidents du travail ou les maladies professionnelles, qui resteraient donc dans le giron des autres régimes. À savoir qu'en 2012, 2,31 millions d'assurés ont changé de régime et 8,3 millions de caisses, selon le rapport IGAS de 2013. Ce serait une réelle simplification pour les assurés. Et en effet, un seul interlocuteur pour les prestations en nature. La question de la mutation ne se poserait plus. Plus de risque de perte de droits pendant les changements professionnels. Comme indiqué préalablement, un répertoire unique des assurés serait à mettre en place. Des interconnexions seraient à réaliser entre les différents systèmes d'information des différents régimes, notamment pour des questions d'accès aux données dans le cadre des actions de prévention ou du contrôle médical. Néanmoins, des conséquences non négligeables en matière de perte d'activité pour les acteurs concernés et en corollaire en matière de ressources humaines. Ces conséquences peuvent être contrebalancées par l'horizon de la pyramide des âges qui fait apparaître des départs massifs d'ici 2020. Pour la CNAM, cela représente 24 000 agents. Cela permettrait d'opérer des gains de productivité et les non-remplacements de certains départs par le reclassement systématique des agents des organismes concernés par les réorganisations structurelles. Réforme pas simple du fait des statuts des agents présents dans les organismes spéciaux, mais possible.
Pour le coup, cette réforme engendrerait une réelle unicité de régime autour de prestations en nature gérées par une caisse unique, qui serait le régime général. Néanmoins, il paraît difficilement envisageable de le mettre en place d'un point de vue politique. L'hypothèse numéro 2 serait une dualité de régime avec des droits universels. C'est la cible que préconisent l'IGAS et l'IGF dans leur rapport de 2013. Pas un seul régime unique, mais 2 opérateurs de gestion pour les prestations nature. La CNAM et la MSA, avec l'intégration des autres régimes à court et moyen terme. La CNAM pour les salariés, MSA pour les non-salariés, hypothèse qui se justifie par la proximité des publics concernés. L'IGAS a considéré en 2013 que la structuration de l'assurance maladie autour de 2 opérateurs de gestion permettrait d'économiser 1 milliard d'euros par an. Les mêmes conséquences seraient à envisager que le système précédent, notamment en matière de restructuration des opérateurs ou de fichiers uniques. Néanmoins, ce serait une simplification pour les assurés, mais ne résoudrait pas tous les problèmes de mutation, étant donné que l'essentiel des mutations concerne les mouvements entre RSI ou MSA et régime général. On atteint bien une universalité des droits, mais pas d'unicité de régime. Je laisse Samira conclure. Donc, pour conclure, il y a plusieurs arguments qui peuvent plaider en faveur de la mise en place d'une assurance maladie réellement universelle, ce qui répondrait d'ailleurs à l'un des principes fondateurs de la sécurité sociale en 1945. Mais les modalités pratiques de cette évolution sont à préciser. Se pose notamment la question de la pertinence du financement, puisque nous avons un financement qui repose sur des cotisations assises sur le travail, mais également sur des revenus plus diversifiés, alors même que selon la loi, l'appartenance à l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie ne repose plus in fine sur le travail, mais sur le critère de résidence. De même se pose la question du niveau de couverture par l'assurance maladie obligatoire et son articulation avec l'assurance maladie complémentaire. Alors on peut se demander si nous allons faire le choix de la définition d'un panier de soins universel avec une liste exhaustive par exemple de biens et services de santé qui seraient admissibles à la prise en charge à 100% par le régime d'assurance maladie obligatoire pour tous les résidents. Le tiers payant généralisé serait en lien assez logique avec cette conception et dans ce cas-là, l'assurance maladie complémentaire demeurerait pour tous les autres biens et services de santé avec par exemple la possibilité de fixer un socle de couverture complémentaire obligatoire pour certaines prestations. Je pense notamment au dentaire et à l'optique. Et il y aurait également la possibilité de mécanismes type CMU-C pour les revenus modestes ou de crédit d'impôt. Donc dans ces cas-là, la CMU pourrait disparaître certes, mais la CMU-C aurait encore toute sa place et quant à l'AME, elle pourrait demeurer pour tous les non-résidents réguliers.